Aujourd'hui à l'émission, Radjoul Mohamadou et son essai Créoliser le québécois, réflexion sur la langue, l'identité et le rapaillement. Et puis on fait le point sur l'actualité lévisienne avec Éric Deschamps. Je suis très heureux de recevoir mon prochain invité. Il est l'auteur du livre, attention, le titre est peut-être un peu provocateur, Créoliser le québécois, réflexion sur la langue, l'identité et le rapaillement, référence à Gaston Miron, publié chez Somme Toute. Donc l'auteur, c'est Radjoul Mohamadou, que j'accueille aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Parfait. Avant de rentrer dans le livre en tant que tel, j'aimerais qu'on fasse un petit détour par vous. Parce que, et ça c'est dit partout dans les dossiers de presse, vous êtes né au Togo. Je ne sais même pas si c'est important. Est-ce que c'est important que vous soyez né au Togo? Oui. Oui? Parce que il y a un pli culturel qu'on ne peut pas nier. Quand on vient dans un endroit, on a infusé dans cette culture, dans cet espace civilisationnel qui est la matrice africaine, qui est la matrice, si on veut, de toute l'humanité. Et l'une des choses les plus importantes quand on vit en Afrique et quand on vient d'Afrique, c'est que on a grandi, on a vécu dans un univers infiniment polylinguistique. Il y a la pluralité des langues. Du coup, c'est très rare de trouver des gens qui n'ont qu'une seule langue. Okay. Donc moi j'en ai plusieurs. Ça peut être la langue de mon père, la langue de ma mère, la langue dominante dans les régions où on habite. Personnellement, je pratique au moins, avec une maîtrise suffisamment importante, 4 langues africaines. Quand même. Sur 5000. Quand même, oui, soyons modestes un peu. Et donc, vous arrivez de ce grand bassin au Québec en 2016. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous voulez faire au Québec en 2016? Je viens étudier. OK. Je fais une maîtrise en études internationales. Après avoir fait une carrière de journaliste pendant 5 ans au Togo, je voulais me relancer dans un nouveau challenge dans la vie, changer de perspective de carrière et tout. Donc, je suis revenu aux études. Et là, je dirais peut-être votre premier constat, là, quand vous entendez le québécois, c'est quoi? D'abord, on est un peu déconcerté parce que, bon, voilà, on se dit, ils s'articulent pas bien ou il y a un problème parce qu'à la base, j'avais écouté TV5 parce que TV5, quand j'étais plus jeune, passait les téléjournaux le matin. Le matin en Afrique, on écoutait le téléjournal et on écoutait l'accent québécois de temps en temps. Mais bon, on se disait, bon, peut-être c'est une seule personne qui parle mal, entre guillemets. Mais quand tu arrives dans un bassin comme ça où tout le monde parle comme ça, tu te dis, OK, c'est une autre façon de parler la langue française et l'accent est totalement différent. Dans un premier temps, il y a une certaine condescendance parce que, bon, voilà, je parle français, parfois avec un accent qui serait très proche de l'accent français parce que bon, on vit dans un univers qui est très dominé par la culture française, très dominé par la France, colonie française et compagnie. Donc, il y a, dans mon pays en particulier, cette tendance à bien parler français. Du coup, on a l'impression que les Québécois déparlent français. Quand on arrive dans un premier temps. Mais après, on finit par comprendre que c'est une autre façon d'habiter cette langue-là. Et personnellement, aujourd'hui, je le parle avec parfois en prenant des accents québécois. Et je la trouve extrêmement belle, extrêmement belle. On parlait de votre livre. Dans votre livre, vous écrivez, je cite, à leur corps défendant, les pays francophones forment vis-à-vis de la métropole linguistique et culturelle de l'Hexagone une internationale de culture rapetissée, c'est très joli ça d'ailleurs, de pays diglottes et d'hommes rapaillés. Avec le recul, je m'interroge souvent, pourquoi n'en suis-je pas venu à ces conclusions dès mon arrivée au Québec? Pourquoi avoir passé si longtemps à dédaigner au lieu d'apprécier, entendre au lieu d'écouter les Québécois parler? Est-ce parce qu'une langue peut en cacher une autre, comme la quête d'une autre France oblitère l'américanité du Québec à certains francophones venus vers ses rivages? Ou est-ce surtout parce que le culte d'une certaine langue française hautaine et condescendante m'a conditionné à mépriser tout ce qui dissonnait avec les gammes qu'elle nous impose à tous? La question, je vous la pose, pourquoi avoir passé si longtemps à dédaigner au lieu d'apprécier, à entendre au lieu d'écouter les Québécois parler?
Le complexe, un complexe vis-à-vis de la langue française. Okay. Ben voilà, tout simplement. Et comme je l'exprime si bien, et ça nous place tous les francophones dans une certaine insécurité vis-à-vis de la France qui impose le standard et de l'accent parisien d'ailleurs. Oui. C'est le dialecte de Paris qui s'est imposé à toute la francophonie. Donc, l'une des réflexion que je porte dans cela, j'appelle ça la querelle de l'accent. Et la querelle de l'accent, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce qui dissonne par rapport à ce modèle de référence-là est souvent déprécié, n'est pas apprécié à sa juste valeur. Et sur ce propos, je mobilise quelqu'un comme Plume Latraverse, qui dit l'accent, c'est pas dans son oreille à soi, mais c'est pas dans la gorge de l'homme, mais dans l'oreille de celui qui écoute. Donc clairement, il n'y a pas d'accent neutre. Et tous les accents le sont. Il n'y a pas d'accent de référence, il n'y a pas de français de référence. Donc c'est d'ailleurs l'une des propositions sur lesquelles je n'ai pas suffisamment insisté et que la presse n'a pas suffisamment relayé. C'est que je parle d'une évolution vers quelque chose comme une langue francophone. Donc ce qui dénierait à la France, ou en tout cas à l'accent parisien, qui domine même en France les autres accents, l'accent marseillais et tous les autres accents, le dialecte de Paris, comme je disais, dans l'espace francophone. C'est-à-dire que tous les accents sont également légitimes. Très intéressant et ça m'amène à un autre aspect que vous soulignez, que vous appelez avec justesse le déclinisme linguistique ambiant. Hein, c'est un peu comme une sorte de millénarisme de fin de langue, là, où, mettons, la survie du Québec passe par la défense d'une idée sublimée du français. Et ça, vous l'opposez à une idée, je dirais, qui est celle de créoliser la langue en allant jusqu'au bout. Et là, je cite, « Si le parler québécois veut exister, ce sera une langue qui aura un pied dans l'anglais et un autre dans le français. Et à partir de là, elle ne sera plus reconnaissable ni par le français, ni par l'anglais. C'est ça, le créole. Pourquoi devrait-on se rendre jusqu'à créoliser le québécois? Et qu'est-ce que ça veut dire créoliser pour qu'il n'y ait pas de confusion? » D'abord, je pense que c'est une réflexion à 3 étages sur cette question-là. Je pars de l'idée que le français est un créole du latin. Ouais. Donc, il n'y a pas faut pas penser que c'est quelque chose de péjoratif que de dire créole. Moi, je n'associe aucune péjoration à ça. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus plus tard. Le français est un créole du latin et du germain. C'est pas moi qui le dis, ce sont les linguistes français, Bernard Cerculini ou Alain Rey qui le disent très bien, et à la suite d'autres épigones. Ensuite, page 102, c'est bien écrit dans le texte et personne ne l'a souligné. L'anglais, la langue anglaise, est un créole du français. Je l'écris dans le texte. Vous dites que plus d'emprunts français en anglais que l'inverse. Aujourd'hui, les ratios, quand on analyse les ratios sur le très long terme, c'est-à-dire à partir de la conquête de Guillaume, 1066 de l'Angleterre jusqu'à la date d'aujourd'hui, le tiers, selon certaines estimations, il y en a qui disent les 2 tiers du vocabulaire anglais, c'est du vocabulaire français. Donc, si on essaie d'être un tant soit peu généreux dans la temporalité sur laquelle on analyse les rapports entre les 2 langues, on se rend compte que cette insécurité est plus ou moins exagérée à certains égards. Parce que de toute façon, la langue française est une langue extrêmement puissante. C'est la 4e langue parlée au monde. Ah, quand même, hein? Je dis dans le texte, la langue française est une langue monde. Et une langue monde, le principe d'une langue monde, c'est une langue inextirpable. C'est-à-dire, elle ne peut pas disparaître sur la surface de la Terre. Une autre prime de la langue française, c'est que c'est une langue écrite. J'insiste là-dessus parce qu'il y a une sorte d'inégalité face à la mort entre les langues écrites et les langues orales. C'est-à-dire les langues qui ne peuvent pas s'adosser sur une bibliothèque d'œuvres et d'archives, comme les langues africaines pour certaines langues amérindiennes ici et compagnie. Parce que ces langues-là, quand elles disparaissent, et d'ailleurs il y a une formulation que j'emprunte à Édouard Glissant qui parle de désapparition. Tout ce qu'elles laissent dans leur sillage, ce sont des traces et des vestiges. Alors que les langues écrites, et c'est le cas de l'hébreu, qui a disparu, qui est devenu une langue morte, et qui a ressuscité quand Israël s'est constitué en 1947. De la même manière, le latin aujourd'hui, personne ne parle latin, personne ne revendique le latin comme langue maternelle, mais pourtant c'est une langue qui nous domine à l'université. On continue d'étudier, de traduire du latin, de lire du latin. Donc, je considère que c'est un fantasme.
à certains égards, que ce déclinisme-là, pour une langue d'abord qui peut s'appuyer sur un écrit, et qui a cette dimension et cette amplitude mondiale que le français. Donc, cela dit, on peut désormais descendre contexte par contexte. Dans le contexte nord-américain, la francophonie est menacée, plus ou moins, disons comme ça. Il y a une certaine menace parce que la proportion de francophones, si on se fie aux statistiques depuis les années 70, diminue. Mais ce que j'entends par créoliser dans ce contexte, c'est faire du québécois, c'est-à-dire la variante orale de la langue qui est parlée ici. Quand on lit les écrivains québécois, quand on lit la presse québécoise, quand on écoute les hommes politiques québécoises, ils parlent une langue qui s'appelle le français. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est une langue française. Mais dans la conversation courante, dans la vie ordinaire, c'est-à-dire quand l'État, l'œil de l'État, ou l'œil, c'est-à-dire dans la dimension non élitiste, non politique, non administrative, les Québécois parlent une langue qui est un mix, qui est un métis, qui est une sorte de métisserie pour emprunter la formulation de Louis-Aymon Hamelin et de Jean Désy. D'ailleurs, Harley Ray aussi l'utilise à propos du passage du latin au français en disant ça a opéré par une grande métisserie. Donc, il y a cette métisserie-là qui fera du québécois ce que moi j'appelle un entre-langue de compromis, c'est-à-dire un créole du français et de l'anglais. Donc, je récapitule. Le français était un créole du latin et du germain. L'anglais est un créole du français et du germain en partie. Et le québécois était parti, en tout cas le joual, tel qu'il a été avorté dans les années 70. Il a été avorté, cette langue-là. Il a été défenestré par l'élite de l'époque qui a choisi de s'en éloigner. Aurait été un joual de l'anglais et du français. Mais à la date d'aujourd'hui, ça reste potentiellement, c'est-à-dire la distinction que fait quelqu'un comme Aristote entre ce qui est en puissance et ce qui est en acte. En acte, elle n'existe pas encore parce qu'elle n'a pas été instituée. Mais en puissance, le québécois oral reste un potentiel joual, un potentiel créole de la langue française et de l'anglais. Mais si vous voulez, l'incursion que je voulais faire sur le créole haïtien, parce que beaucoup de gens se sentent insultés que je compare leur langue au créole, je considère que c'est un honneur que de comparer le québécois au créole. Qu'est-ce que c'est que les créoles haïtiens ou les créoles dans les Antilles? C'est des langues, d'abord, qui préexistaient sous forme de pidgin avant les esclaves noirs. Il ne faut pas oublier ça parce que la femme de Napoléon, l'impératrice Joséphine, était une créole à Paris, était considérée comme une créole et il n'y avait aucun complexe vis-à-vis de ça. Première chose. Deuxième chose, quand les esclaves sont crachés par le gouffre du bateau négrier, déshumanisés, dépourvus jusqu'à leur nom, incapables même d'articuler la moindre phrase parce qu'ils étaient mélangés de sorte que la langue ne servait plus à rien. Quand ta langue ne peut plus te permettre de communiquer, ça ne sert plus à rien. Et la chose la plus terrible pour ces gens-là a été de faire de cette expérience, qui est une expérience du gouffre, la matrice d'un devenir autre. Donc, ils se sont pas dit, on est foutus, mais ils se sont ramassés et ils ont fabriqué quelque chose avec les vestiges, les traces qu'ils ont accumulées. Ce sont des traces des Amérindiens qui étaient là, qui ont disparu, les langues désapparues, justement, des Amérindiens, plus ce qu'ils ont pu ramener du gouffre du bateau négrier pour constituer une langue. Je considère que c'est peut-être la créolisation, c'est la meilleure chose qui soit arrivée sur ce continent américain depuis la conquête, la destruction et l'invasion de ce continent par un certain colonialisme européen. On l'entend, hein, votre écriture, en fait, quand vous parlez, c'est très particulier. Votre écriture est vraiment toute particulière. C'est très ciselé, c'est très précis. Et en même temps, des fois, on sent comme une névralgie un peu syncopée, hein, presque baroque dans les artifices. C'est comme si vous étiez pressé de dire les choses. Est-ce qu'il y a dans l'écriture de votre livre un sentiment d'urgence? Peut-être bien, parce que j'aime écrire un peu par aphorisme, je dirais, un peu comme Nietzsche, ça tonne comme des sentences, et aussi par provocation. J'adore faire ça parce que, en général, dans le procédé d'écriture, je pose souvent
une prémisse qui est forte ou un argument fort pour choquer un peu le lecteur et ensuite je démine. Donc j'écris comme ça en disant je provoque et je désamorce. Je provoque et je désamorce. Du coup, certaines phrases peuvent choquer. Parce que j'ai vu dans la presse certains extraits qui ont été publiés où je mettais une phrase où je disais que je me moquais un peu des académiciens. Il y a beaucoup qui sont sentis un peu choqués par la formulation. Mais en fait, c'est désamorcé par la suite. Ou c'est quand le moment où je dis que la bataille de Montréal est perdue. Ouais. Bon, il y a la référence historique qui est claire. On va pas. En même temps, je rajoute qu'on ne va pas capituler sans condition comme l'autre fois. Donc, c'est un peu ces travails-là que je fais sur le style parce que je suis un amoureux éperdu de la langue française. Je la revendique comme ma langue maternelle. Et des fois, j'ai du mal avec certains Africains, entre guillemets, si on veut, par rapport à la position ou à l'étrangèreté de cette langue-là en Afrique. Encore aujourd'hui, beaucoup considèrent que la langue française est une langue étrangère. C'est la langue du colon, il ne faut pas oublier. Ah, oui. Nous sommes rapetissés, l'international des peuples rapetissés par la colonisation. Là. Aussi, ça passe par cette dimension-là. Mais moi, je le dis, et je n'ai pas peur de le dire, la langue française est une langue africaine à part entière. Rien de ce qui est français ne m'est étranger. Je suis chez moi dans la langue française. C'est ma langue. Mais je n'ai pas qu'une seule langue, disait Derrida. J'en ai plusieurs. Et je considère qu'on peut habiter le monde en ayant plusieurs langues, en passant son temps à voyager entre les langues. Parce que l'une des difficultés qu'on a aussi au Canada, c'est que pendant longtemps, quand Lord Durham a voulu assimiler les Québécois, c'était pour obtenir quoi? Ce que les Français ont fait, l'uniformisation linguistique. L'unilinguisme qui est attaché à quoi? À l'État-nation. Un État, un peuple, une langue. Donc, c'est ça qui fait le modèle de la nation. Au Canada, ça n'a pas marché parce que les Québécois ont résisté. 4 siècles de résistance face à ça, c'est admirable. Et je ne pense pas que c'est aujourd'hui que le fanion du français doit être abandonné. Je défends la langue française, mais je défends toutes les francophonies canadiennes, que ce soit nos amis acadiens, que ce soit au Manitoba, les franco-ontariens. Il faut défendre les diversités. Parce que le problème de la nation, c'est que la nation vise l'unité. C'est dans sa nature. Oui. C'est pas qu'elle est méchante. Non, c'est la nation. Parce que le moment où on fait la France, dans la modernité, au moment de la Révolution française, où les choses se cristallisent un peu, l'école est chargée d'uniformiser. Et ce qu'on a fait endurer aux enfants autochtones, on l'avait commencé par le faire aux enfants auvergnats. C'est des techniques, des technologies qui étaient disponibles dans un arsenal qui est celui de l'avènement de l'État-nation à l'âge de la modernité. Au Canada, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, nous devons prendre conscience du multiple. En général, je donne une formule qui me semble extrêmement expressive pour résumer ce que je viens de dire. C'est la devise américaine. La devise des États-Unis, c'est « E pluribus unum », de plusieurs un. Ça décrit le passage national. En fait, l'étape initiale, c'était la pluralité. Mais de cette pluralité, on fait de l'unité. L'unité est le moment de la cristallisation nationale, la langue une qui est l'anglais. Mais aujourd'hui, ça ne marche pas. Ça ne pourra pas marcher parce que les pays qui ont réussi le mieux ce genre de processus, comme la France, aujourd'hui, les Bretons reviennent à la charge avec leurs Bretons. Les Corses reviennent à la charge. Les Alsaciens veulent parler leur langue. Et tout le monde, les parlers régionaux sont revivifiés. L'Espagne a la même difficulté, les Basques, tout le monde. Oui, donc, il faut accepter la diversité, il faut accepter la pluralité. Nous vivons à un moment où c'est l'État-nation, au fond, qu'il faut repenser. Ou peut-être le dépasser, parce que je fais toute une série de développements sur comment est-ce qu'on pourrait essayer de penser l'après-nation, sans nécessairement se dissoudre dans la liquidité postmoderne. Mais on peut essayer d'organiser tout ça en ayant une vie plus ou moins... où on ne soit pas obligé de reprimer les gens. C'est-à-dire, ce que moi je dis pour le Québec, c'est le français peut demeurer la langue officielle, mais partager... le podium avec une langue québécoise. Vous savez, il y a une phrase d'Édouard Glissant qui, dans la préface qu'il accorde à L'Homme rapaillé de Gaston Miron pour les éditions Gallimard en 1999, où il dit « Le Québec
est inguérissable de sa langue, tout comme la poésie de Gaston Miron est inguérissable du Québec. Donc il y a cette dimension-là qui est restée inguérie. Moi, dans cet ouvrage-là, j'ai essayé de réfléchir aux voies et moyens de la guérison linguistique. Et ensuite, je balise la voie pour un nouvel imaginaire de la langue. Cet imaginaire de la langue qui repose, je dis bien, sur une nouvelle esthétique du rapaillement. Ouais. Un rapaillement qui ne soit pas un rapaillement dans le tissu de la seule langue française. Parce que jusqu'à présent, c'était ça, l'auto-rapaillement, l'auto-référentialité du rapaillement au Québec. Mais un rapaillement qui rapaille avec les Amérindiens, comme dit les amérindianismes, de cher à mon maître Jean Désy, ou lui et moi Hamelin. Un rapaillement qui assumerait la présence anglophone au Québec. Il n'y a pas de problème avec ça. Et dans cela, j'aime beaucoup la langue des Acadiens pour ces raisons-là, parce que c'est des gens qui... Le chiac, comme on dit, parce qu'on présente le chiac comme le degré abattardi final. En fait, c'est la phase terminale du cancer. Quand la langue française se sera décomposée, c'est fini, c'est la mort clinique qu'il faut déclencher. Je trouve extrêmement péjoratif pour ces gens-là que de considérer que le chiac, ça serait le degré... le degré zéro de la langue. De la langue française. Parce que je trouve ça extrêmement problématique pour cette raison-là. Donc, comme j'ai bien dit la chose, le français est une langue bâtarde du grossier germain, ça c'est la formulation de Bernard Cerculini, et du latin vulgaire. Le latin de cuisine, le latin des soldats, des soudards qui se baladaient dans la Gaule. Pas du tout. Non, tout à fait. Les gens sur le Palatin à Rome devraient beaucoup en rire de ces Gaulois qui parlaient un latin si dégénéré. Mais aujourd'hui, ça a donné l'une des plus belles langues au monde, la plus monumentale, la plus séduisante. Donc, il ne faut pas avoir peur de la bâtardise, parce que la bâtardise, c'est ce que nous sommes. Voilà. Écoutez, Radjoul, sur ces mots, Radjoul Mohamadou, vous êtes l'auteur du livre Créoliser le Québécois, réflexion sur la langue, l'identité et le rapaillement, publié chez Somme Toute, 134 pages, bourré de grands mots magnifiques. C'est très, très intéressant à lire, très intéressant à vous entendre. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est le 14 mai, à 8h30 le matin, qu'aura lieu la course du 5 km route, la clinique du coureur. Le départ sera lancé devant le centre de ski Le Relais. L'événement est ouvert à tous, le parcours est plat et on le dit rapide. Et puis vous payez le prix que vous voulez. Alors pour de plus amples informations, vous pouvez consulter la page Facebook 5 km route, la clinique du coureur. On fait le saut par la Rive-Sud, où ça brasse pas mal depuis quelques jours, avec Éric Deschênes, qui est directeur de l'information au Journal de Lévis. Bonjour, Éric. Hey, bonjour, Julien. Donc, finalement, après plusieurs mois, le gouvernement a dévoilé son plan d'action pour résoudre les problèmes d'odeur en provenance de l'usine de Sanimax à Charny. Oui, c'est ça, Julien. Donc, ça a été dévoilé en grande pompe la mi-avril. Il y a deux ministres du gouvernement Legault, Benoît Charette, le ministre de l'Environnement, et André Lamontagne, le ministre de l'Agriculture, qui se sont déplacés à Lévis pour dévoiler ce plan d'action qui était attendu depuis un certain temps par plusieurs intervenants à Lévis. Donc, il n'y a pas une liste de mesures dans ce plan d'action. Il y a 4 grands objectifs. Donc, le premier objectif, c'est d'améliorer les installations de Sanimax. Donc, l'entreprise s'est engagée à investir plusieurs millions de dollars pour améliorer ces infrastructures et atténuer les odeurs que ces activités produisent à Charny. Donc, notamment, on veut ériger un garage ventilé où les camions qui transportent les carcasses animales vont pouvoir se stationner, parce que présentement, les camions sont stationnés à l'air libre. Donc, ça peut provoquer certains des problèmes d'odeur. Le deuxième objectif, Julien, c'est d'améliorer les communications. Parce que l'été dernier, lorsqu'il y a eu beaucoup de plaintes, par exemple, toi, Julien, tu pouvais déposer une plainte au ministère de l'Environnement. Moi, je pouvais en déposer une à la ville de Lévis. Et ces plaintes-là ne se parlaient pas ensemble. Il n'y avait pas de communication. Donc, on veut... donc, il va y avoir un système commun de gestion des plaintes, puis on va les transmettre également à Sanimax pour que ce soit plus efficace, la communication. Il va y avoir une meilleure surveillance. Par ça, le ministère de l'Environnement s'engage
réaliser des inspections supplémentaires chez Sanimax. Et l'autre volet, c'était une raison qui était amenée là, par plusieurs intervenants pour expliquer les problèmes d'odeur. C'est la qualité même des carcasses des animaux morts qui sont envoyés chez Sanimax. Donc, le gouvernement, là, pour améliorer ça, a annoncé lors du dévoilement du plan d'action là, un projet pilote de 2,5 millions de dollars qui va permettre à des fermes d'avoir accès à un programme d'aide financière pour installer les équipements qui sont nécessaires pour préserver adéquatement les carcasses le temps qu'elles soient transportées à Sanimax. Pour ce type d'équipement-là, c'est pas juste d'acheter un congélateur puis de mettre les porcs en attendant que le camion passe. On parle d'investissement entre 15 et 60 000 dollars quand même. Puis aussi, on veut mettre en place un plan d'aide à la décision pour les agriculteurs pour qu'ils sachent quoi faire là, quand il y a un animal qui meurt. Puis aussi, on veut faire une revue là, des meilleures pratiques de gestion là, des carcasses là, à travers le monde là, pour trouver les meilleures solutions. Difficile d'ignorer aussi la grosse nouvelle là, qui est évidemment la refonte du troisième lien, le bitube, là, nouveau mot dans notre vocabulaire. Je pense que le sujet a été abondamment abordé par les médias, mais on a peut-être un peu moins entendu ce que les élus de la région en pensaient. Oui, c'est ça, parce que je dirais là, du côté de la Rive-Sud, cette nouvelle version, bref, peu importe de quelle manière le projet de troisième lien va se réaliser, du côté des élus de la Rive-Sud, on veut que ce projet se concrétise. Donc, pour Gilles Daulier, le maire de Lévis, qui est un ardent défenseur de ce projet-là depuis plusieurs années, il était bien heureux là, de cette nouvelle version là, du troisième lien, ce bitube. Puis, tu sais, je vous dirais, c'est beaucoup, tu sais, dans les dernières semaines, on a beaucoup parlé des problèmes d'étalement urbain là, qu'un futur troisième lien pourrait provoquer, particulièrement sur la Rive-Sud. Eux, là, les élus là, de la Rive-Sud, se défendent là, de vouloir faire de l'étalement urbain. Donc, du côté de Lévis, on rappelle que le périmètre urbain de Lévis n'a pas encore été développé. Puis surtout, c'est du côté des élus de Bellechasse, peut-être, que c'est plus intéressant. Eux estiment là, que Bellechasse a un droit d'obtenir là, des nouveaux résidents parce que plusieurs, quand on pense à Bellechasse, on pense souvent aux municipalités limitrophes de Lévis comme Saint-Anselme, Saint-Henri, Beaumont, qui ont eu un gros développement puis qui ont agrandi là, dans les dernières années. Mais ça reste qu'il y a plusieurs municipalités quand même proches de Lévis qui sont en dévitalisation dans Bellechasse. Et avec le bitube, avec le troisième lien, on espère que ça va attirer des nouveaux résidents pour revitaliser ces villages-là, ces municipalités-là. C'est un dossier qu'on va suivre évidemment avec attention. Difficile de faire autrement. Éric Deschênes, directeur de l'information au Journal de Lévis. Merci beaucoup. Allez, c'est toujours un plaisir, Julien. À la prochaine. Bye-bye. Allez. C'est tout pour nous aujourd'hui. La semaine prochaine, on plonge dans l'univers des crypto-monnaies et puis on prépare la saison de moto. Ne manquez pas ça. D'ici là, merci pour tout. Soyez prudents. À bientôt.